tous les team managers sont réunis, non pas sur cette photo, mais sur la précédente. C'est dans 5 minutes que les voitures vont s'élancer. C'est le chiffre qui est indiqué. On vous envoie tout d'abord un peu de soleil et un peu de chaleur, car ici le ciel est bleu, limpide. Une manière de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier Grand Prix. Il y en aura 16 tout au long de la saison, théoriquement, avec en particulier 2 nouveaux Grands Prix, le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix de Hongrie, pour attribuer un nouveau titre de champion du monde. Ici, c'est Nelson Piquet sur la Williams. Dans 3 minutes, les voitures vont s'élancer pour attribuer un titre de champion du monde. Et vous savez que désormais, pour nous, rien n'est comme avant, puisque le champion du monde français que nous attendions, nous l'avons depuis l'an dernier, Alain Prost, qui nous a offert ce titre, on l'en remercie, et que désormais le contexte sera un petit peu différent. Il n'y aura plus cette obsession de voir, d'attendre un champion du monde français. Nous serons toujours aussi passionnés, mais peut-être avec un peu plus d'objectivité et un peu moins de chauvinisme. 16 Grands Prix, on vous l'a dit, et une ambiance tout à fait brésilienne, très colorée, très décolletée et surchauffée. Car avec ce duel Senna-Piquet, tout le Brésil a répondu à l'appel de ce Grand Prix. Ils sont tous là, 100 000 spectateurs venus de Rio et venus aussi de São Paulo, de tout le Brésil. Il y avait théoriquement une prévision d'occultation à la télévision de TV Globo, et puis non, finalement le Grand Prix sera retransmis, toutes les places ont été vendues. Voici Ayrton Senna da Silva sur la Lotus à moteur Renault, et là, Nelson Piquet Sotomayor sur la Williams à moteur Honda. Le Brésil, donc partagé, divisé. Nous avons assisté à des séances d'essais où l'un et l'autre ne se sont pas fait de cadeaux. L'un et l'autre se sont disputés les meilleurs temps. Vous avez aperçu là-bas René Arnoux. Ici, c'est Nigel Mansell qui avait remporté les 2 derniers Grands Prix de la saison en Australie et en Afrique du Sud. René Arnoux qui revient à la compétition après avoir été limogé, on peut le dire, de chez Ferrari. Mais là, il est devant Ferrari, et ça, c'est sans doute une bonne motivation pour le Français. Et puis, Jacques Laffite, 43 ans, et toujours un bon coup de volant. C'est un peu ainsi que l'on pourrait résumer le comportement de Jacques, notre ami Jacot, toujours aussi drôle lorsqu'il sort de son cockpit d'ailleurs, et puis très sérieux finalement au volant. Lui aussi a trouvé une nouvelle motivation. Michele Alboreto, vous découvrez donc la grille de départ. Nous en sommes ici sur la 4e ligne avec Keke Rosberg et Johan Sol. Les moteurs viennent de retentir. C'est évidemment la diva des publics pour encourager soit Nelson Piquet, soit Ayrton Senna. Et avec un circuit de 5 km 0,31, il y aura 61 tours à parcourir, soit une distance de 306 km. Une température, je vous l'ai dit, de 34 à 35 degrés, ambiance très chaude, et cela risque de poser des petits problèmes, même de gros problèmes à la fois de surchauffe de moteur et aussi des problèmes de pneumatiques. Il faudra prévoir 1, voire même 2, et pourquoi pas 3 arrêts au stand pour changement de pneumatique. Voici Ayrton Senna à gauche sur la Lotus à moteur Renault voiture noire, à droite Nelson Piquet. Il s'élance pour le fameux tour de chauffe. Ils sont 25 concurrents avec des nouveaux numéros. Alain Prost a bien sûr le dossard numéro 1, Keke Rosberg le 2, Philippe Streiff lui apparaît avec le 4 chez Tyrrell, Mansell a toujours le 5, mais Nelson Piquet le 6, lui qui vient de chez Brabham. Et chez Brabham on trouve Patrese avec le 7, De Angelis avec le 8, Johnny Dumfries, un anglais qui vient chez Lotus avec le 11, Alan Jones le 15 et le 16 sur les Lola qui n'ont pas le moteur Ford, qui est le moteur Hart, mais qui auront bientôt le moteur Ford. Surer sur la Rose avec le 17, Berger sur le dossard numéro 20, 21 Capelli, 22 Danner, De Cesaris qui revient sur la Minardi avec le 23, 24 Nannini, Arnoux le 25. Voici pour les nouveaux numéros, et Ayrton Senna emmène le peloton. Ce matin, pourtant, au warm-up, c'est Alain Prost qui a réalisé le meilleur temps, comme le disait Jean-Michel Lelio tout à l'heure. Bernard Giroud, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bernard Oui. Bon, il y a Oui. un problème avec le micro de José, on n'entend pas José. Bon, nous allons essayer de résoudre ce problème. Pendant ce temps, bien, nous retrouvons cette foule tout à fait passionnée. Vous savez qu'il se passe quelque chose d'assez exceptionnel ici au Brésil. Le Brésil, le pays du football, eh bien, incroyable. Mais vrai, la Formule 1 a rejoint dans les sondages de popularité
Eh bien, le football. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas très bien, vous savez, après la tournée européenne de l'équipe de football du Brésil. Et puis en revanche, eh bien, les Brésiliens sont tout à fait complets avec Ayrton Senna et Nelson Piquet, tous deux en première ligne. Les pilotes ne sont plus là, ne sont plus dans ce peloton. Niki Lauda, mais on va peut-être vous annoncer une information. Niki Lauda devrait peut-être revenir en Formule 1 avec BMW qui construirait sa propre voiture. Voici Niki Lauda qui était parti l'an dernier, reviendrait donc en compétition avec une BMW, 100% BMW, construite donc à Munich et dont le directeur technique serait l'ancien champion du monde autrichien, 3 fois champion du monde, n'oublions pas. Alliot et Hainaut, les Français ne sont plus là. Cheever et Warwick, Cheever qui était lui chez Alfa Romeo, Warwick chez Renault, avec l'abandon de Renault, Warwick n'est plus là. Et puis bien sûr Wilkelock et Beloff, victimes d'accidents mortels l'an dernier et qui ont disparu malheureusement de ces pelotons de Formule 1 alors qu'ils avaient tout à fait leur place. De nouveaux pilotes avec Christian Danner, un Allemand qui est champion de Formule 3000, champion d'Europe de Formule 3000, Alexandro Nannini, un Italien, Johnny Dumfries, qui est ici d'ailleurs, que vous suivez actuellement sur la Lotus à moteur Renault avec le dossard numéro 12. Non, ici c'est Senna, pardon, Senna. Et Philippe Strass qui lui a un volant pour l'année chez Tyrrell. On retrouve Ayrton Senna qui a accéléré, là vous l'avez vu, juste à la sortie du virage. Senna qui est à gauche, Piquet à droite, formation de la grille. Il est arrivé bien longtemps avant les autres, Ayrton Senna. Formation de la grille définitive. Senna à gauche avec la voiture noire, le casque jaune. À droite, Nelson Piquet. Mansell en deuxième position sur la gauche et à droite en deuxième position, René Arnoux. Guy Ligier n'est pas là, il est devant son écran de télévision, sans doute un petit peu fébrile, mais tout s'est bien passé aux essais, on verra bien ce qu'il y arriva pendant la course. Attention, le départ va être donné maintenant dans quelques secondes, tout au ben. C'est bon, répond le directeur de course, et c'est parti pour une saison. Excellent départ de Senna, Senna en travers, ah là là, Senna avec Mansell. Nous allons les retrouver maintenant au bout de la ligne droite. Senna, Mansell. Senna devant Mansell et Nelson Piquet. Quel départ! Vous avez vu la voiture dans tous les sens, mais il voulait être en tête au premier virage. Ce fut fait. Toujours donc Ayrton Senna devant Nigel Mansell et Nelson Piquet. Et là, des étincelles, ce n'est pas grave, c'est simplement parce que la garde au sol est un petit peu basse. Il n'y a pas de suspension sur les Formule 1. On part avec le plat, donc ça touche un petit peu en début de course. Ça devrait s'arranger au fil des tours. Toujours Nelson Piquet en troisième position derrière Senna, le leader, et deuxième, Mansell. Ils vont passer maintenant dans une très longue ligne droite, circuit assez rapide de 5 km. Et maintenant, c'est l'attaque de Nigel Mansell ici. Mansell va passer à la corde, elle va passer une touche. Senna qui fait l'extérieur. Alors, Senna à l'extérieur. Senna à l'extérieur. Oui, et tête à queue de Nigel Mansell. Tête à queue de Nigel Mansell qui a donc disparu. Nous le voyons en hélicoptère. Il va partir maintenant. Il va toucher la roue arrière gauche de Senna et part maintenant dans le rail. Senna débarrassé maintenant de Nigel Mansell. Et derrière maintenant talonné à son tour par Nelson Piquet. Le duel à la brésilienne. Senna Piquet. Après le premier tour, quel travers encore de Senna. Cela vous en dit long sur l'attaque. Sur le duel auquel nous assistons, duel très intense, peut-être trop intense. José, c'est vraiment parti sur les chapeaux de roue, c'est un euphémisme, c'est le cas de le dire. Mais là, vraiment, Senna à l'attaque, talonné par Nelson Piquet. Est-ce que ça va durer longtemps comme ça? Bernard Giraud, Oui. je vous confirme qu'on n'entend toujours pas Rosinski qu'il utilise votre micro, ça sera le mieux, je crois. On va partager ce micro Partagez, pour une fois. Pour l'instant. Toujours Nelson Piquet dans les roues, dans le tuyau d'échappement presque de Ayrton Senna. Arnoux en troisième position. On a suivi le duel brésilien avec beaucoup d'intensité, ce qui fait qu'on a un petit peu oublié René Arnoux. Mais Arnoux troisième.
Nous allons essayer de resuivre un petit peu les péripéties à l'arrière. Senna, nous essayons en même temps de résoudre nos petits problèmes techniques. Senna, leader de ce Grand Prix du Brésil, cela n'est pas étonnant. Deuxième Piquet, troisième Arnoux, quatrième Alboreto, cinquième Rosberg, sixième Johansson, septième Patrese, huitième Lafitte, neuvième Jones, dixième Tambay, onzième Dumfries, douzième Thierry Boutsen et Alain Prost, qui a eu beaucoup de difficultés lors des essais, n'apparaît qu'à la 13e place. Alain Prost n'apparaît qu'à la 13e place. Donc c'est mal parti pour les McLaren, Rosberg étant 5e quand même beaucoup plus avantagé. Alain Prost 13e, mon cher José, c'est un petit peu une déception. Alain Prost n'apparaissant qu'en 13e position. Oui, ben Alain Prost, son problème naturellement, ça va être de doubler. Car il est parti loin sur la grille et il va lui falloir regagner les places si possible sans emménageant ses pneus de manière à ne pas être contraint à un arrêt supplémentaire pour changer ceci en cours de route. C'est donc un exercice de style extrêmement délicat auquel il va devoir se livrer, mais auquel son style coulé devrait lui permettre de réussir. Je pense en tout cas, c'est la tactique de course qu'il va employer. Attaque de Piquet sur Senna. Piquet est passé. Ah là là. À mon avis, là, c'est indéniable. Piquet a beaucoup plus de métier que Nigel Mansell. Et là, Piquet a joué à l'expérience. Nous allons revoir cette action. L'attaque de Nelson Piquet, il va vers l'extérieur, non pas pour fermer la porte, mais c'est tout comme, disons, pour se débarrasser d'Ayrton Senna. Et la puissance du moteur Honda s'est exprimée en fin de ligne droite, mais un freinage retardé, une décélération retardée par Nelson Piquet qui a porté les stockades. Nelson Piquet en tête à son tour, maintenant nous n'en sommes qu'au 4e tour d'ailleurs, de ce Grand Prix du Brésil. La foule est partagée, la foule est divisée, mais la foule est versatile. Alors finalement, c'est maintenant Nelson Piquet qui reçoit les encouragements du public. C'est un petit peu normal, ainsi va la course, c'est la loi du sport. Nelson Piquet devant Senna, troisième Arnoux, n'oublions pas. Troisième René Arnoux, quatrième Michele Alboreto, cinquième Rosberg, sixième Johansson, septième Patrese, huitième Jacques Lafitte et Alain Prost est remonté à la 11e place. Alors, il y a déjà un premier classement, José, mais il se pourrait qu'il y ait d'autres facteurs et d'autres paramètres qui entrent en jeu désormais. Oui, je pense que maintenant, tout l'effort de Senna va porter sur le fait de pouvoir rester dans le sillage de Nelson Piquet, profitant de la puissance probablement supérieure du moteur Honda, sans pour autant obliger son moteur Renault à consommer plus que nécessaire. C'est une course tactique à laquelle le jeune Brésilien va être ainsi condamné, et de la réussite de cette tactique dépend certainement l'issue de la course. Voyons si Piquet va réussir à prendre le large ou si Senna va réussir à rester dans son sillage. C'est la seule condition pour qu'il puisse prétendre à la victoire. Or, nous voyons que d'ores et déjà, l'écart s'est creusé. Il y a déjà plusieurs longueurs d'écart entre Piquet et Senna maintenant, et ceci n'est pas de bon augure, naturellement, pour le plus jeune des deux Brésiliens. Vous l'avez peut-être constaté sur votre écran, toujours Piquet en tête, deuxième Senna, mais René Arnoux a été doublé. René Arnoux a été doublé, il est tout à fait au bout de la ligne droite, doublé par Michele Alboreto. La Ferrari est donc désormais devant la Ligier. Arnoux 4e, 5e Rosberg, 6e Johansson, 7e Patrese et Prost est 10e maintenant. Prost remonte, mais il est encore loin, mais la course est encore longue. Toujours Nelson Piquet avec un pilotage beaucoup plus coulé que celui d'Ayrton Senna. Piquet se rapproche d'Alain Prost, de Niki Lauda, alors qu'Ayrton Senna nous rappelle un certain Gilles Villeneuve. On se souviendra longtemps d'ailleurs de ce qui s'est passé hier lors des essais. Donc la sortie de route de Nelson Piquet qui avait pourtant le meilleur temps, donc la pole position à 5 minutes, alors que nous voyons ici Arnoux devant Rosberg, Johansson. Et attention ici maintenant, c'est Prost qui revient, qui vient de doubler. Les deux Lola viennent de doubler à la fois Patrick Tambay et Jones. Cela place Alain Prost à la 9e place. Donc, victime d'une violente sortie de route à 5 minutes de la fin des essais. Séance d'essai interrompue pour des raisons de sécurité et pour enlever la voiture de Piquet. Piquet avait donc la pole position.
Senna est reparti dans les 5 dernières minutes, le couteau entre les dents, utilisant toute la surface, alors que nous retrouvons Dani, Mansell après sa sortie de route tout à l'heure, Nigel Mansell. Et donc Senna est reparti le couteau entre les dents, utilisant toute la surface de la piste et même au-delà dans l'herbe et les trottoirs pour réaliser son meilleur temps de manière tout à fait spectaculaire, terminant un petit peu comme un coureur cycliste, la tête baissée et tapant sur son volant pour décrocher cette pole position. C'était la deuxième manche, la première manche ayant été remportée par Nelson Piquet vendredi lors de la première séance d'essai. Deuxième manche donc Ayrton Senna. La belle se joue actuellement, mais c'est Piquet qui est en tête devant Ayrton Senna, troisième Alboreto, quatrième Arnaud, cinquième Piquet Rosset. Oui, Mansell et Senna, eh bien, ça nous rappelle ce qui s'était passé au départ du Grand Prix d'Australie, le dernier Grand Prix de la saison 85, rappelez-vous, lorsque, exactement de la même façon, Senna avait bousculé Mansell et l'avait littéralement sorti de la piste, voilà qui ne va certainement pas améliorer l'état de leur relation. Et en tout cas, pour le moment, la Lotus Renault, toujours dans le sillage de la Williams Honda, et ça c'est extrêmement intéressant, tandis que c'est une des la voiture de Fabi, je crois, qui rentre maintenant, Théo Fabi, c'est ça. Et c'est une voiture sur laquelle on pouvait tabler en tant qu'outsider, car elle avait fort bien marché au succès, mais déjà un problème mécanique donc. L'important pour Senna, je le répète, pouvoir rester, profiter du sillage aérodynamique de la voiture de Piquet pour aller loin tout en ménageant sa monture. Et à la place, c'est bien dédoublé maintenant Jacques Lafitte vient de se faire doubler par Alain Prost, engagé dans une course-poursuite tout à fait effrénée et spectaculaire. Alain Prost occupe désormais la 8e place, alors que tout à l'heure, il était pointé en 14e position, toujours Nelson Piquet. Il est bien évident, alors que nous retrouvons ici Fabi, à bord d'une voiture à moteur BMW, elle aussi, et l'ancienne Toleman. Rosberg, arrêt de Keke Rosberg. Le voici. Keke Rosberg rentre au stand. Et apparemment, ce n'est pas pour un changement de pneumatique. Il est rentré tout doucement. On n'a pas l'air de se précipiter du côté de chez McLaren. C'est terminé. Le moteur doit être sérieusement, non pas endommagé. Un moteur n'est pas endommagé, mais est en panne. Donc Keke Rosberg abandonne alors qu'il occupait la 5e place. Et nous n'en sommes qu'au 7e tour. Voici désormais le classement avec des écarts. Arnoux toujours 4e. Et en 7e position, il y a désormais Alain Prost. À ne pas perdre de vue. Certains ont pu dire qu'il n'était plus motivé, qu'il avait comme équipier Keke Rosberg, que finalement il aurait la partie difficile, que les Williams et les Lotus étaient supérieurs, question moteur, au développement du Targa Force. Bien, moi je pense que cela reste encore à démontrer. On va encore nous accuser ou m'accuser personnellement d'un certain chauvinisme et des pro-Prost, mais nous ferons le choix à la fin de la course. L'écart se creuse entre Nelson Piquet et Ayrton Senna, alors qu'ici c'est la bagarre entre Boutsen et De Cesaris. De Cesaris est passé devant Boutsen, tout là au milieu du peloton. Thierry Boutsen, information pour les téléspectateurs belges qui nous suivent toujours avec assiduité. Thierry Boutsen est à la 10e place derrière Patrick Tambay, Jacques Lafitte et Alain Prost. Toujours Nelson Piquet et Ayrton Senna. Alors que Prost maintenant va attaquer Patrese. Attention, Patrese c'est un client. C'est un garçon qui ne fait pas de cadeaux. Et bien Prost est bien passé et se retrouve désormais 6e. Alain Prost en 6e position. L'adversaire le plus inquiétant pour Alain Prost, c'est incontestablement Nelson Piquet, car les Williams ont démontré en fin de saison leur fiabilité, leur puissance, et puis ils avaient résolu en grande partie les problèmes de consommation. José, on a du mal un petit peu à s'entendre l'un et l'autre, étant donné le bruit, non seulement en ce qui concerne les moteurs, mais la foule. Nelson Piquet et les Williams, normalement, c'est le bon compromis en fonction des derniers résultats, des performances et du règlement.
Écoutez, je crois que la supériorité des Williams Honda l'année dernière les a fait partir cette année en position de favori. Comme vous le savez, le facteur de la consommation va jouer un rôle extrêmement important cette saison dans le déroulement des Grands Prix. Et il dépend pour l'essentiel de l'électronique et de ses progrès. Au point de vue des moteurs, on peut dire que la Formule 1, c'est un grand tournoi entre les grands industriels qui mesurent leur prestige dans cette discipline. Et à cet égard, c'est une confrontation mondiale, on peut le dire, entre les titans que sont Renault, que sont Honda, que sont BMW, c'est-à-dire entre les industries japonaises, allemandes, françaises, italiennes. Or, à cet égard, il est certain que ce que nous voyons, c'est un petit peu le reflet de ce qui se passe au niveau industriel en ce moment, c'est-à-dire que les Japonais, les Allemands ont pris de l'avance sur le plan des progrès de l'électronique et que les Français peuvent faire aussi bien en principe, mais sont un petit peu en retard dans les faits. Et c'est ce qui vous explique sans doute que, alors que les voitures à moteur Renault se sont montrées extrêmement brillantes aux essais, sont parmi les plus rapides, vous avez vu pour Senna, vous avez vu pour la Cité de Bourardou, eh bien en course, elles ont un peu de mal à suivre parce qu'aujourd'hui, un moteur est entièrement commandé par un système de gestion purement électronique et que c'est dans le secret des puces que réside le succès. Arrêt d'Alessandro Nannini, alors qu'ici c'est Prost qui vient de doubler Johansson. Alain Prost en 5e position. Nannini, nouveau venu en Formule 1, vient de s'arrêter à bord de la Minardi. Une nouvelle voiture, deuxième saison pour cette voiture, mais des débuts qui s'avèrent très difficiles. Et cela, ce n'est pas nouveau, mais apparemment, ça continue. Toujours Ayrton Senna, ici à l'image, il est bien évident que le réalisateur brésilien ne va pas perdre une miette de la bagarre entre Piquet et Senna. Piquet apparemment est parti, il est sorti de l'écran, alors qu'ici c'est Nannini qui redémarre. C'est reparti pour Nannini. Ayrton Senna deuxième. Et meilleur temps pour Nelson Piquet. Mais, comme on pouvait le prévoir, bien sûr, le réalisateur brésilien va s'attarder sur ses compatriotes. Il est vrai que l'un et l'autre sont en tête de la course et que l'un et l'autre sont tout le Brésil a les yeux de chimère pour surtout Ayrton Senna. Apparemment des petits problèmes pour Ayrton Senna tout à l'heure. Nous venons de voir s'inscrire sur l'écran le temps réalisé par Nelson Piquet, 1 minute 35 secondes et 6 dixièmes. C'est un facteur important pour essayer de deviner ce qui va suivre parce que ça indique que le rythme est assez élevé. Puisque, rappelons-le, pour l'instant, sont encore laissés de leur plein d'essence. Ça signifie que les leaders ont adopté un rythme de course élevé et ça signifie que probablement nous allons assister à des arrêts pour changement de pneumatique en cours de compétition. Et l'an dernier, on s'en souvient, chez Williams, on avait pris l'option. Chez Williams, on avait pris l'option de faire 3 arrêts au stand en Australie et cela pourrait peut-être continuer. Michele Alboreto est en 3e position derrière les deux Brésiliens, toujours devant René Arnoux et Alain Prost. Alors Alain Prost se rapproche bien sûr du Français. Ici c'est Alan Jones. Alan Jones, l'Australien, ancien champion du monde, qui a abandonné donc avec la Lola à moteur Hart. On devrait voir apparaître le moteur Ford au Grand Prix d'Imola, pas au prochain Grand Prix mais au suivant, fin avril. Et que nous retrouvons Michele Alboreto. Donc réception pour la Lola, pour cette équipe. Cette nouvelle équipe est constituée, José, l'équipe Lola Hart est une nouvelle équipe, mais elle est constituée par des anciens, aussi bien au niveau pilote qu'au niveau technicien encadrement. Oui, c'est une équipe en fait britannique de techniciens et très expérimentés. Pour le moment, elle utilise, vous l'avez dit, le moteur Hart, mais bientôt, elle va utiliser le nouveau moteur Ford Cosworth Turbo, qui est en cours de mise au point encore pour le moment. Et au point de vue des pilotes, elle a aussi joué l'expérience, puisque Alan Jones et Patrick Tambay disputent aujourd'hui, tous les deux, c'est une curieuse coïncidence d'ailleurs, leur 101e Grand Prix. Et je
rappelle que Jones, naturellement, a été champion du monde en 1980, suite à quoi il avait pris une retraite qu'il a décidé d'interrompre à la fin de la saison dernière. Alors en ce qui concerne l'encadrement, vous avez expérimenté et non pas Adeline. Non, c'est-à-dire que c'est en effet une chose un peu amusante, c'est que Patrick Tambay a retrouvé dans cette équipe des cadres qui étaient ceux qu'il connaissait, qu'il avait guidés, qu'il avait commandés lorsqu'il faisait partie de l'équipe McLaren il y a 7 ou 8 ans, et avec lesquels il s'entendait fort mal à l'époque d'ailleurs. Alors j'espère que, comme il nous l'a dit hier dans Automoto d'ailleurs, si vous l'avez regardé, j'espère que nous aurons les uns et les autres oublié ce contentieux et que tout ira bien. Maintenant l'harmonie régnera entre eux. Alors nous avons vu ici Philippe Streff doubler Palmer, Philippe Streff qui est désormais donc chez Tyrrell, après avoir été longtemps soutenu par Gilles Guignot, quand il était à la fois chez Ligier et puis aussi chez Tyrrell au Grand Prix d'Afrique du Sud. Eh bien Philippe Streff a désormais un contrat à l'année au sein de l'équipe Tyrrell, une équipe qui a eu beaucoup de champions, qui est un petit peu une rampe de lancement vers la gloire. Beaucoup de pilotes ont fait leur première place avec Ken Tyrrell, une des grandes figures bien sûr du sport automobile. Et Alain Prost est devenu maintenant 4e. Le classement est donc désormais le suivant. Premier Nelson Piquet avec 5 secondes d'avance. 5 secondes d'avance, Nelson Piquet sur Ayrton Senna. Troisième Alboreto à 10 secondes. Quatrième Alain Prost à 17 secondes. Là, il ne faut pas l'oublier, à 17 secondes de Nelson Piquet. Cinquième René Arnoux sur la Ligia Motor Renault. Sixième Johansson. Septième Jacques Lafitte. Huitième Patrese et neuvième De Césaris sur les nouvelles Brabham. Dixième Patrick Tambay. Onzième Thierry Boutsen. Douzième Johnny Dumfries. Philippe Streff étant maintenant 16e. Et toujours à l'image, Nelson Piquet qui continue comme un métronome. Il est vrai que Nelson Piquet a déjà triomphé ici au Grand Prix du Brésil. C'était en 1983, mais le Grand Prix du Brésil a toujours été favorable, ou souvent favorable aux Français. Jacques Lafitte l'avait emporté à Interlagos à São Paulo en 79, c'était le fameux doublé, vous en souvenez, premier Lafitte, deuxième Patrick Depailler. En 80, c'est René Arnoux qui avait triomphé. 81, Rothman, Arnoux c'était 81, Carlos Rothman. 82, Alain Prost sur Renault. 83, Nelson Piquet. Et en 84 et 85, Alain Prost s'était imposé. Il a donc obtenu à la Prost 3 victoires sur cette équipe. Lui a triomphé, je le répète, en 83. L'écart se creuse entre Nelson Piquet et Ayrton Senna, José. Oui, et bien maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, la tâche que Prost a affrontée est extrêmement délicate. Il lui faut en effet doubler tous les adversaires qu'il précède actuellement, sans pour autant, tout en ménageant, je veux dire en même temps, ses pneumatiques de manière à ne pas s'imposer le handicap d'un arrêt supplémentaire. Donc il faut faire preuve de beaucoup de discernement, mais de beaucoup de sens de la course, et on sait que dans ces deux domaines, eh bien Alain Prost n'est pas ses maîtres, sa réputation est loin d'être surfaite. Prost se trouve donc actuellement à près de 16 secondes en arrière avec ce retard par rapport à Piquet, et ça il est probable qu'il aura le plus grand mal à les refaire, mais il n'a que 10 secondes de retard sur Ayrton Senna et 3 secondes de retard sur Michele Alboreto. Ça veut dire que normalement on devrait d'ici quelques tours seulement le voir attaquer la Ferrari de l'Italien qu'il a maintenant en point de mire, alors que son retard sur Senna ne devrait pas s'aggraver dans des grandes proportions. Oui, dans le collimateur d'Alain Prost, il y a Michele Alboreto qui est juste devant. L'écart se réduit considérablement, on peut le voir. Et là, peut-être en bénéficiant de l'aspiration, dans cette longue ligne droite, Alain Prost va revenir un petit peu plus près de la Ferrari. René Arnoux est en 5e, je n'allais pas dire loin derrière, mais en quelques tours quand même l'écart s'est creusé entre la McLaren et toujours Alain Prost 4e. N'oublions pas que devant il y a quand même Piquet et Senna avec une marge assez importante. C'est une Osella, ce n'est pas une Ligier, mais c'est une Osella qui était en difficulté. Sans doute Danner ou bien Ghinzani. Nous retrouvons toujours Michele Alboreto devant Alain Prost. L'écart est un petit peu stabilisé. On va voir maintenant dans les virages qui précèdent la ligne droite d'arrivée.
très difficile, mais qui est bien revenu. Voilà maintenant dans la ligne droite d'arrivée, nous en sommes au 14e tour sur les 61 à parcourir. Et Michele Alboreto toujours devant Alain Prost. C'est un combat, c'est une lutte pour la 3e place que n'oublions pas. Piquet étant solliciteur, 2e Ayrton Senna. Dans les virages, l'écart se réduit considérablement. Bonne tenue de route de la McLaren. Remarquable tenue de route de la McLaren qui revient très très fort. Là maintenant il est tout contre, comme dirait Sacha Guitry. Alboreto. Alain Prost. Et il va sans doute porter son attaque maintenant à l'amorce de la longue ligne droite. Là, il pourra s'exprimer. Voilà maintenant, c'est parti. Dans cette longue ligne droite, Alain Prost va se décaler. Alboreto essaie effectivement de jouer au plus futé. Il prend la corde maintenant. Alain Prost, il part de la 3e place dans le virage. Attention, oh là là, il lui a coupé la route. Attention dans l'arbre, que s'est-il passé derrière? Que s'est-il passé? Il est toujours là. Alors, on a eu peur, on a eu très peur. On pensait qu'il s'était retrouvé dans les mêmes conditions tout à l'heure. Voilà, Prost bénéficie de la course, mais là, Alboreto lui coupe, lui ferme la porte à la limite de la régularité, même si ça fait partie de la course, ça fait quand même partie de la course. José? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que Alboreto ait commis une manœuvre déloyale. Vous avez vu qu'il était toujours légèrement devant Alain. Il avait la ligne prioritaire et par conséquent, en fait, Alain a pris un petit risque. Il a essayé d'impressionner son adversaire, ce qui se fait bien sûr en course automobile, mais il doute qu'il va s'y prendre d'une manière un petit peu plus prudente la prochaine fois. Heureusement pour lui, Chacare-Pagua est un circuit où les occasions de doubler ne manquent pas. Ce n'est pas par exemple la même situation à Monaco, où vous en doutez bien, où il est pratiquement impossible d'attaquer un adversaire avec quelque chose de succès, celui-ci ne commet pas de faute. Ici, je crois que c'est seulement une question de patience pour Alain. Évidemment, Alain s'impatiente un petit peu parce qu'il sait bien que pendant ce temps-là, Nelson Piquet, lui, s'envole et se met à l'abri d'un éventuel retour de sa part. Mais n'empêche que, pour le moment, il doit faire preuve d'un petit peu de patience avant de pouvoir attaquer Alboreto dans de bonnes conditions. Et alors que retrouve ici Brundle, eh bien, il faudrait suivre maintenant le duel toujours entre la Ferrari et Prost. Prost va-t-il y arriver cette fois-ci? Oui, cette fois, la McLaren a été un petit peu plus puissante. Il aura tardé un petit peu le freinage à la Prost. Cela suffit. Mais ça n'a pas été facile quand même. On revoit le magnétoscope en arrière. Vous voyez, c'est bien la technique. On peut même repartir les voitures en arrière. Eh bien, à la Prost, d'une manière spectaculaire de la 3e place. On vous l'a dit, vous l'avez constaté, ce ne fut pas facile. Nous revoyons maintenant l'attaque d'Alain Prost, qui avait pris un petit peu ses distances et qui s'était fait un petit peu manœuvrer, on peut dire, par Michele Alboreto lors du tour précédent. Il a peut-être joué par sécurité, il était beaucoup plus sûr de lui à l'approche du tour précédent. Cette fois-ci, s'est montré beaucoup plus prudent, en tout cas remarquable. Désormais, on peut voir, on ne voit pas dans le champ de la caméra, à la Prost a fait la différence avec Alboreto. En quelques hectomètres, même pas 1 kilomètre. Voilà, Alboreto est là-bas derrière, donc c'est clair et net, différence entre la McLaren et la Ferrari. À la Prost, désormais 3e. Nous revoyons vis-à-vis de terre le dépassement de la Prost. Là, il était presque à égalité, il est pourtant derrière, il est toujours derrière, et il bénéficie beaucoup plus de la corde qu'au tour précédent. Alboreto n'a pas eu le temps de lui fermer la porte, alors que nous voyons ici Johansson. Johansson sur l'autre Ferrari qui s'arrête à son stand. On va bientôt déclencher des chronomètres, un changement de pneumatique. Le balai maintenant au stand a commencé. Désormais, la course peut se jouer dans les stands, José. La moindre faute des mécaniciens peut être très embarrassante pour une équipe et peut coûter très cher. Effectivement, Alain Prost me disait ce matin qu'il avait calculé que s'il s'arrêtait 3 fois pour changer de pilote de la course, ou s'il ne s'arrêtait jamais en adoptant un rythme un petit peu plus lent qu'il connaît pour faire cela, eh bien, en réalité, au bout du compte, il aurait exactement le même temps pour boucler la distance du Grand Prix. La différence, évidemment, c'est qu'à l'occasion de 3 arrêts au stand pour changer les roues, on s'expose à l'erreur d'un mécanicien, on s'expose à la défaillance d'un écrou de roue, on s'expose à un aléa
que, évidemment, on évitera une cadence un petit peu plus réduite pour éviter un ou deux arrêts supplémentaires. C'est la tactique que certains auront choisi, d'autres au contraire auront préféré adopter un rythme aussi élevé que possible pour pouvoir commander la course. Et en tout cas, je veux dire, Piquet, lui, s'il a fait le trou au départ, va lui permettre maintenant de contrôler la course, d'adopter un rythme qui soit suffisant pour lui permettre de conserver la dizaine de secondes d'avance qu'il a actuellement sur Senna et les quelques 18 secondes d'avance qu'il compte sur Prost. Donc Piquet au commandement calque son allure maintenant sur celle de ses rivaux. Senna qui n'a pu s'accrocher à la Williams Honda comme on pouvait le redouter et qui ne bénéficie plus de son sillage depuis longtemps, et Prost qui lui est en pleine remontée et qui ne va pas tarder sans doute à venir chatouiller Ayrton Senna. Ces deux Césaristes, vous l'avez vu, alors que Thierry Boutsen s'arrête à son tour. Thierry Boutsen qui occupait la 13e place. Il a beaucoup rétrogradé Thierry Boutsen. Sans doute c'est thématique, c'est reparti. Maintenant 10 secondes, 47 centièmes. Il y aura un nouveau challenge. Ayrton Senna et Piquet, arrête de piquer. Nelson Piquet s'arrête maintenant. Nous allons déclencher notre chronomètre pour savoir combien de temps il va s'arrêter. On vous l'a dit, la course peut se jouer au stand. Là, il faudra intervenir rapidement. Les mécaniciens de chez Williams se sont entraînés. Le chrono, vous l'avez aperçu, vous le revoyez de temps en temps. J'espère qu'il nous donnera le temps définitif. Nelson Piquet, il est reparti. Ah, ça a été rapide, de l'ordre de 10 secondes également. Alboreto s'arrête à son tour maintenant. Après Johansson. Après également Nelson Piquet, c'est maintenant Alboreto qui s'arrête. Et en tête de la course, lorsque nous retrouvons Michele Alboreto, en tête de la course, c'est bien sûr Ayrton Senna devant Alain Prost. Modification évidemment du changement de tête en fonction de cet arrêt, mais ce sont des modifications tout à fait provisoires qui vont apporter une animation à ce Grand Prix. Alain Prost pourrait peut-être s'emparer de la tête de la première place de ce Grand Prix du Brésil. Il se rapproche considérablement, vous l'avez vu, vous le voyez, vous constatez, de Ayrton Senna. La Lotus à moteur Renault devant la McLaren à moteur TAC Porsche. Et quelques secondes d'écart seulement entre Ayrton Senna et Alain Prost. Maintenant c'est plus d'un seconde, mais que s'en mettre se référer. Ayrton Senna, Alain Prost juste derrière, se rapproche dans les parties sinueuses. Vraiment le châssis et la tenue de route de la McLaren sont tout à fait exceptionnelles. Toujours Ayrton Senna devant Alain Prost. Alors que nous avons effectué maintenant 18 tours de ce Grand Prix du Brésil ont été parcourus. Toujours Senna devant la ligne, sur la ligne, et Alain Prost va se rapprocher encore un peu plus de la Lotus à moteur Renault dans la partie sinueuse. Et la travers d'Ayrton Senna. Alors, quand il se sent menacé, Ayrton, alors que nous retrouvons deux Césaristes ici abandonnés sur la droite de la route, sur la droite de la piste. Andrea de Césaris qui était chez Ligier et qui se trouve désormais sur Minardi. Toujours Prost maintenant presque dans le tuyau d'échappement de la Lotus. Il va sans doute porter son attaque dans la ligne droite. Ayrton Senna devant Prost. 19e tour. L'un et l'autre ne se sont pas arrêtés au stand. Ne l'oublions pas que Nelson Piquet s'est arrêté pour changer de pneumatique. Des voitures, une Brabham qui était au ralenti. C'est une Brabham qui était au ralenti. Maintenant attaque peut-être de Prost. Dans la ligne droite, il se dégage vers l'intérieur. Senna se dégage un petit peu aussi. Et Prost bénéficie de la puissance de son moteur, mais aussi de la corde. Et Alain Prost s'empare maintenant de la première place de ce Grand Prix du Brésil. Mais attention, n'oublions pas Nelson Piquet qui s'est arrêté à son stand. Les arrêts au stand, le nombre des arrêts et la durée de ces arrêts seront déterminants, on vous l'a dit. Alors que tout à l'heure au ralenti nous avons aperçu une Brabham, c'est celle de De Angelis. Voici Elio De Angelis. Alors que nous retrouvons toujours Prost en tête, en première position devant Ayrton Senna. Oh là là, la roue a sérieusement endommagée. Il a perdu une roue, je crois, Ricardo Patrese, Bernard. J'ai vu un instant une image insolite s'inscrire sur l'écran. Il m'a semblé que la Brabham de Patrese avait perdu sa roue avant gauche
Je ne sais si j'étais victime d'une illusion d'optique. En tout cas, voilà, si c'était vrai, ce serait une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des risques qui sont encourus à multiplier comme ça les arrêts au stand. Sur le papier, bien sûr, tout baigne dans l'huile, on met 10 secondes ou moins pour changer les 4 roues et on repart aussi vite qu'on est arrivé. Mais en réalité, les aléas, ça existe. Et je regarde Patrese maintenant qui est en train de rentrer au stand. Oui, c'est ça. Il n'a pas de roue avant gauche. Alors, certainement que l'écrou de roue a été mal remonté et il rentre sur 3 roues, le pauvre Jean De Angelis. D'ailleurs, ce n'est pas Patrese. C'est De Angelis qui rentre donc sur 3 roues. Voilà les inconvénients de ce genre d'exercice. Cependant que nous revoyons ici Alain Prost en train de prendre facilement, on peut le dire, le dessus sur Senna, ou plus exactement la McLaren à moteur 5 Porsche, prendre le dessus dans la ligne droite sur la Lotus à moteur Renault de Ayrton Senna. Ça, c'était évidemment un petit peu prévisible en fonction des résultats des essais de ce matin en configuration de course, que vous l'aviez laissé prévoir. Et maintenant, on va voir si Senna va pouvoir s'accrocher à Prost. C'est peu probable dans la mesure où il n'a pas réussi à le faire dans les roues dans le sillage de Piquet. Et par contre, les deux Ligier de Lafitte et d'Arnoux de Lafitte plutôt, qui poursuivre une course extrêmement régulière en 4e et 5e position. Senna observe son premier arrêt. Arrêt de Ayrton Senna. Tout à l'heure, 10 secondes d'arrêt pour Nelson Piquet, alors qu'Alain Prost continue. On l'a dit, il faudra courir avec sa tête. Et c'est reparti, mais ça dure presque 3 secondes. Donc 2 secondes et demie de plus que pour Nelson Piquet. À quelle bagarre, à coup de 6e, de 100e de seconde, aussi bien sur la piste que dans les stands. Intérêt supplémentaire donc pour les Grands Prix, pour les courses de Formule 1. Prost en tête, Piquet deuxième à 17 secondes, c'est pas suffisant. Il faut compter à peu près entre la décélération, le changement de pneumatique et l'accélération lorsque le pilote retrouve son rythme, au moins 30-35 secondes. C'est Patrick Tambay ou Jacques Speed, la Jacques Palmer sur la Jacques Speed, alors que Patrick Tambay est sur une voiture rouge également. Il a un casque bleu lui aussi, mais c'est sur la Lola à moteur A. C'est toujours Alain Prost. En tête, toujours, non, depuis peu, mais il est en tête, il n'a pas changé. Et le deuxième, c'est Nelson Piquet. La Jacques Speed de Palmer. Tambay pointé en 6e position, effectivement, José Orlowski l'a dit tout à l'heure. Bon comportement du Français avec une voiture quand même qui n'apparaît pas pour l'instant parmi les plus performantes. Peu d'abandons, 3 abandons seulement. Mansell, Rosberg et Jones. Mansell sorti de la route, Rosberg et Jones pour moteur. Alors ici, ce doit être Ricardo Patrese. C'est Ricardo Patrese qui sort de la nouvelle bravoure. Alors qu'Alain Prost vient de s'arrêter, non? C'est pas Prost? Non, pas du tout. C'est une autre voiture rouge. C'est pas Prost qui a pris la piste de décélération. Le revoici Prost. Alors c'est Danner sur Lozella qui est juste devant lui. Christian Danner, pilote allemand, champion d'Europe de Formule 3000 l'an dernier et vainqueur à Pau et à Dijon, en particulier sur les circuits français. Christian Danner avait très bien réussi. Nous retrouvons ici Alain Prost qui va doubler le pilote allemand en toute facilité. Et si le vent s'est levé, il fait toujours aussi chaud et aussi beau. Et le doit se dérouler dans de bonnes conditions atmosphériques. Alors que durant toute la semaine, nous avons essuyé la canicule et les coups de soleil. Et bien, nous avons essuyé quelques orages assez violents, des pluies diluviennes, des pluies tropicales, comme on peut les imaginer. Toujours à la Prost, avec un écart qui est constant, 17 secondes, Jonathan Palmer, c'est terminé pour lui, et ça continue pour lui. 22 tours ont été parcourus. Nous nous dirigeons petit à petit vers la mi-course. Et à la Poste, vous l'avez dit dans Automoto, vous avez pu suivre hier, nous
l'a répété lors de ses interviews, on va courir non seulement avec ses jambes mais avec sa tête. On peut faire confiance aux petits Français. Les roues presque dans l'air, mais les roues en bonne stabilité. Nous retrouvons là Nelson Piquet derrière Philippe Streiff. Philippe Streiff avant de la Pirelli, poussé d'un tour. Streiff occupe la 13e place, Philippe Streiff. Thierry Boutton, pour les téléspectateurs belges, est en 11e position. Évidemment, l'écart entre Prost et Piquet est en train de fondre à un rythme alarmant pour notre champion du monde. Et c'est assez normal puisque, rappelons-le, Piquet est maintenant équipé de pneus frais, de pneus neufs, alors que ceux de Prost, eux, sont déjà usés par 22 tours de course. Donc l'écart se réduit à l'allure de quelques 3 secondes et demie au tour. Il était un petit peu plus de 17 secondes tout à l'heure. Il est maintenant inférieur à 14 secondes. Et par conséquent, le problème maintenant c'est de savoir si Prost va s'arrête ici. Berger, donc le problème est de savoir Berger qui a occupé la 9e place. Donc le problème est de savoir si Prost va s'arrêter, changer de pneu avant d'être rejoint par Piquet ou après avoir été rejoint par Piquet. Arnaud, lui, est toujours en 3e position avec 28 secondes de retard. Il roule un petit peu moins vite que Prost, mais pas beaucoup. Cependant que Senna est 4e à près de 30 secondes, juste devant Lafitte qui vient de passer. Alors José, il faut signaler la différence de pneumatiques utilisée à la fois par Prost, Piquet, Senna d'un côté et Arnoux et Lafitte. Les Ligier ont bien sûr des pneumatiques complètement différentes, des pneus italiens Pirelli, alors que les autres sont évolués sur des Goodyear. Est-ce que cela peut avantager l'équipe Ligier? Théoriquement, on nous a dit du côté du constructeur italien que les pneus étaient plus performants en course que lors des essais. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, cela dépend essentiellement du rythme qui a été adopté par les pilotes en course. L'ingénieur en chef de Pirelli nous disait que si ces pilotes adoptaient un rythme relativement, pas trop rapide, il espérait que peut-être il pourrait boucler la distance du Grand Prix avec un seul train de pneus. Mais je crains que ce soit un espoir un petit peu optimiste. Enfin, quant aux pilotes qui sont équipés par Goodyear, eux, pas de doute, ils vont devoir, comme Piquet et Senna l'ont déjà fait, ainsi que les Ferrari, changer de direction de route. La seule question qui se pose est de savoir combien de fois. 10 secondes d'écart entre Alain Prost et Nelson Piquet, alors qu'ici c'est un nouvel arrêt de Samy. Samy s'était arrêté précédemment. Je renouvelle cet arrêt. On est bien sûr sérieusement ses chances, alors que ces voitures, ex-Top, avaient réalisé des performances prometteuses. Nelson Piquet, Sotomayor, encouragé par le public brésilien. Et paradoxalement, c'est pas lui qui a la cote, c'est pas lui le chouchou du public. C'est le nouveau, c'est celui qui vient d'arriver. C'est comme ça dans beaucoup de domaines. Alors que là maintenant, on peut voir qu'il est tout près Nelson Piquet. Il est tout près Nelson Piquet à la Prost. Il se rapproche considérablement. L'écart n'est plus que de 5 secondes tout à coup. Et à mon avis, comme le disait Rosinski tout à l'heure, les pneumatiques d'Alain Prost commencent à être sérieusement endommagées. Il se fait doubler ici par la Brabham de De Angeli, qui avait terminé sur 3 roues et qui est toujours là. Voilà. Quelques mètres d'écart maintenant entre Alain Prost et Nelson Piquet. Nouveau changement en tête de la course. Et tout à fait prévisible. Pour la 4e place, Arnoux et Lafitte sont maintenant roue à roue. Et je crois que Lafitte vient de s'en emparer au dépend d'Arnoux. Alors cela nous rappelle, lorsqu'on voit Arnoux et Lafitte, entre Streiff et Lafitte au Grand Prix d'Australie. Heureusement qu'on ne le voit pas ici à l'antenne. Donc nous retrouvons ici Senna. Heureusement qu'on ne le voit pas à l'antenne, car cela donnerait quelques sursauts à Guy Ligier. Alors que là maintenant, Piquet est dans le tuyau d'échappement dans la brosse et que le public applaudit. Vous pouvez l'entendre. C'est fait maintenant, Nelson Piquet en tête de ce Grand Prix du Brésil.
À nouveau, les Brésiliens maîtres de la situation. Alors que nous en sommes presque à la mi-course, 27e tour. Le public s'est levé, le public a applaudi, un public de connaisseurs. Et on revoici l'estocade porté par Nelson Piquet à l'approche du Torien. Alors là, José, Alain Prost, doit-il persévérer ou bien s'arrêter à distance si jamais il a des problèmes de pneumatique comme on peut le supposer? Écoutez, je crois que vu que nous en sommes au 26e tour de la course et qu'il y en a 62 à couvrir, dans mon esprit, il n'y a pas de doute qu'il va certainement bientôt s'arrêter pour changer de pneu. Cela dit, il peut essayer d'adopter une tactique surprenante et il peut essayer effectivement de gagner un arrêt sur les 2 ou 3 qu'il a prévu, mais ça n'ira pas plus loin. De toute manière, lui, il est seul juge, il sent à bord au volant les réactions de sa voiture. Vous avez vu cependant à quelle vitesse, à quel rythme il a été rattrapé et dépassé par Nelson Piquet. C'est peut-être le signe qu'il va lui falloir s'arrêter bientôt à son tour. Arrêt au stand de René Arnoux pour changement de pneumatique. René Arnoux est reparti, il fait la 4e course, il était à la lutte avec Jacques Lafitte, mais je crois que là il y a eu une bonne réaction du stand. On a vu que cette lutte fratricide entre les deux pilotes de Ligier pouvait peut-être avoir des conséquences. Il fallait penser à un arrêt au stand, et là, du côté de Ligier, du côté de Gérard Larousse et de Michel Tétu, cette fois on a pris une bonne décision, ce qui n'était peut-être pas le cas, on s'en souvient, en Australie, il y avait eu quelques polémiques à ce sujet. Donc là, pour mettre fin à ce débat houleux, les fratricides, eh bien, on a demandé à René Arnoux de rentrer, de changer de pneumatique. Les pilotes doivent se frayer un passage là entre les concurrents attardés doublés et ceux qui sortent des sens, ce qui n'est pas évident. Donc le classement est désormais le suivant. Premier est Piquet, deuxième Prost, troisième Senna, quatrième Lafitte. Arnoux est peut-être toujours cinquième. Il est à la lutte avec Johansson. Et bien sûr, à chaque réaction du public, on se retourne. Que se passe-t-il là-bas? Ferrari. Une Ferrari, peut-être Johansson, semble-t-il. C'est pas évident, une voiture est sortie de la piste au bout de la ligne droite, à notre droite, mais est assez loin. Alors que nous retrouvons ici Alain Prost, Nelson Piquet. Il double là, et qui s'est fait un par Elio De Angelis. Elio De Angelis qui occupe pourtant la 13e place, mais continue. Alors que nous revoyons ici la sortie de route de Johansson, c'est bel et bien une Ferrari. Ah, ce n'est pas une capou motrice, c'est pas une Ferrari Dakar, il y a un peu de sable, c'est très difficile à partir avec une Formule 1 et les chances sont complètement compromises dans ces conditions-là pour Stéphane Johansson. Toujours Nelson Piquet, ici à droite, qui vient de sortir du champ. Et un petit peu plus loin, vous voyez non pas Senna, mais c'est John Fries. Il y a un tour de retard. Alors que le deuxième, c'est Alain Prost avec la McLaren. Arrêt d'Alain Prost au stand. Arrêt d'Alain Prost maintenant au stand. Il était deuxième derrière Nelson Piquet. Le voici. Nous le retrouvons Alain. On ne s'affole pas. Non, tout va bien du côté de chez McLaren. C'est reparti. Record battu par les mécaniciens de chez Tag McLaren, record battu, c'est reparti pour Alain, et Senna est passé, top, voilà, vous l'avez vu, quelques 100 mètres d'écart seulement. Premier donc Nelson Piquet, deuxième Ayrton Senna, troisième Alain Prost, quatrième Jacques Lafitte, cinquième René Arnoux, sixième Brundle, bonne performance de la Tyrrell, sixième Brundle, septième John Fries, et huitième Thierry Boutson, malgré son arrêt au stand. Et seul Lafitte parmi les leaders donc n'a pas encore changé de pneu. Il y en a, Piquet, Prost, Senna, Arnoux, eux ont déjà effectué cet exercice. Donc pas de surprise, nous avons maintenant un classement conforme à ce qu'il était avant les changements de roue. Et Piquet mène avec 4 secondes d'avance sur Prost, 26 secondes d'avance sur Senna, 36 secondes d'avance sur Lafitte, 1 minute 06 secondes sur René Arnoux. Les hommes ont creusé évidemment les 4 premiers, un gros écart. Lafitte pour le moment perd environ 2 secondes au tour sur le leader.
Alors la question est désormais de savoir quels seront les pilotes qui s'arrêteront 2 fois. Il est bien évident que Nelson Piquet et Ayrton Senna se sont arrêtés très tôt lors de ce Grand Prix, alors qu'Alain Prost a retardé au maximum son arrêt, presque la mi-course, donc théoriquement la mi-course, parce qu'après, lorsque la voiture a moins d'essence, elle est moins sollicitée, les pneumatiques peuvent mieux résister. Donc théoriquement, sur le papier, bonne opération d'Alain Prost, est à savoir la différence entre Prost et Piquet est supérieure ou inférieure à un arrêt au stand. Il faut compter, on vous l'a dit, entre 30 et 35 secondes, et c'est au stand que peut se gagner aujourd'hui ce Grand Prix du Brésil. Nous retrouvons ici Jacques Lafitte. Jacques Lafitte qui s'arrête à son tour à la mi-course, lui aussi devrait se satisfaire d'un seul arrêt, mais lui utilise des pneumatiques différents. Alain Prost reparti également maintenant Jacques Lafitte devant son poste et là sans doute pour suivre ces images. Et ça continue bien pour le moteur Renault, dont la fiabilité était un petit peu remise en cause, en tout cas était un sujet d'inquiétude. Mais pour l'instant, ça tient bien. Restera bien sûr tout à l'heure le problème de la consommation et l'inquiétude des pannes sèches, des pannes d'essence. Ça crie dans la foule tout autour de nous, alors on se demande ce qui se passe. C'est sans doute simplement un passage de Ayrton Senna ou bien de Nelson Piquet que nous retrouvons, alors que c'est Christian Danner, l'Allemand, qui s'arrête à son stand à bord de l'Osella, vous l'avez vu, la voiture bleue. Et nous retrouvons Nelson Piquet Sotomayor, qui a sans doute fait une bonne opération en quittant Brabham pour Williams. Et Jean-Michel Lediot évoquait tout à l'heure le cas de Frank Williams hospitalisé. Alors qu'Alain Prost rentre au stand pour la 2e fois. Alors c'est une surprise, Alain Prost rentre au stand pour la 2e fois. Arrêt qui n'était pas du tout prévu et qui survient quelques minutes, quelques secondes après le précédent. Là, on va sans doute voir maintenant Prost en gros plan. C'était bien reparti pour le Français, mais là c'est un coup de théâtre. Le public brésilien applaudit. Du côté français, c'est pas la même chose, je suppose. Nous ne revoyons toujours pas en gros plan Alain Prost, c'est un arrêt qui dure. Là, ses chances de victoire sont tout à fait compromises. Nous retrouvons Ayrton Senna qui va doubler Brundle. Voilà, c'est fait. Nous retrouvons Nelson Piquet. Toujours pas d'Alain Prost sur votre écran. Alain Prost étant toujours à son stand. L'arrêt qui dure longtemps et qui apparemment risque d'être définitif. Abandon d'Alain Prost. Abandon d'Alain Prost qui a quitté le cockpit de sa voiture. Et évidemment, là, nous sommes privés d'un intérêt, d'un petit intérêt pour ce Grand Prix. Alors que Nelson Piquet continue, nous retrouvons Alain Prost qui se désaltère. Bernard, l'ingénieur, est à droite. Un temps toujours difficile pour un pilote de capituler face à la défaillance de la mécanique. Alors que nous retrouvons Nelson Piquet, toujours aussi performant et majestueux dans la manière de mener ce Grand Prix. Après tout, il a une revanche à prendre, Nelson Piquet. La foule a tourné, l'a oublié, l'a critiqué. Et c'est prise pour Ayrton Senna. Et bien maintenant, Nelson Piquet il veut sa revanche. Il la veut sur la piste et non pas à l'applaudimètre. A signalé aussi l'abandon de Patrick Sambert sur défaillance du moteur. Problème de moteur pour Alain Prost, nous communique Lionel Froissart. Je vous rappelle qu'autour de moi, il y a José Rosinski, journaliste à Sport Auto et collaborateur d'Automoto, qui est notre technicien. Jean-Louis Moncet, de l'Autojournal, qui effectue le tour par tour indispensable. Et puis Lionel Froissart, qui se trouve dans les stands de la revue Sport et Moteur. Lionel Froissart, qui communique par liaison téléphone des informations dans la mesure du possible, parce qu'entre le bruit de la foule et des voitures, cela n'est pas évident. Mais toujours Nelson Piquet en tête, alors que confirmation pour les raisons de l'abandon d'Alain Prost, panne de moteur, qui est quand même une surprise. L'an dernier, les moteurs avaient tenu. Oui, absolument, mais on voit également que Rosberg, l'abandon de Rosberg est imputable. Lui aussi a une panne de moteur. Donc, contre-performance aujourd'hui inattendue des moteurs Saxforge qui nous avaient habitués à une grande fiabilité.
eh bien il se porte des modifications qui ont été entreprises pour les rendre plus sobres. Leur ont été fatales aujourd'hui et en fait un beau classement des moteurs Renault que nous assistons maintenant, puisque derrière Piquet qui mène le Grand Prix, alors que nous sommes à mi-distance maintenant, nous avons couvert 31 des 61 tours, et bien derrière Nelson Piquet, nous trouvons en Senna sur la Lotus Renault, en 3e position et en 4e position Arnoux et Lafitte sur les Ligier moteurs Renault. Par conséquent, beau classement d'ensemble, d'autant plus que nous avons en 5e position le débutant Johnny Dumfries sur la 2e Lotus à moteur Renault, qui précède Martin Brundle, encore une voiture à moteur Renault, la Tyrrell. Donc dans les 6 premiers actuellement, 5 voitures à moteur Renault, derrière la souveraine Williams Honda de Nelson Piquet. À mi-course. Philippe Streff, que vous avez aperçu ici à l'image, sur la Tyrrell, occupe la 10e place. Rappelons derrière Piquet, Senna, Arnoux, Lafitte, Dumfries, Brundle, il y a Hudson, Alboreto, Berger, Philippe Streff. Nous suivons toujours Nelson Piquet. Un abandon ici sur la gauche. D'une voiture difficile à identifier. Alors que nous retrouvons Elio De Angelis qui repart, mais c'est pas cette voiture-là qui s'est arrêtée en fumée. Une voiture sombre, peut-être Guy. Un instant quand même d'inquiétude. Ce pourrait être, je dis bien ce pourrait être Jacques Tachot. Mais il faut attendre confirmation. C'est effectivement une voiture sombre, une voiture bleue, il n'y avait pas de blanc dessus. Mais Jean-Louis Moncet attend. Attendons. Pas la peine de paniquer tant qu'il n'y a pas de confirmation. Nous cherchons. Ce n'est pas une Ligier. Ah, ouf. Mais attendons quand même confirmation. J'ai vu au moins une Ligier. Ayrton Senna vient de doubler Thierry Boutson, qui occupe la 8e place. Nous retrouvons Nelson Piquet. Et nous attendons la confirmation, bien sûr, de l'abandon d'une voiture aux couleurs bleu sombre. Sur notre écran, en fonction du contre-jour, ne c'est pas très net. Peut-être vous-même terminé que nous. Vous pouvez être rassurés, René Arnoux et Jacques Lafitte sont toujours en piste. Voilà, ça va mieux, hein. Et apparemment, ce serait Christian Danner qui aurait disparu sur la gauche de la piste. Alors que nous voyons ici Brundle sur la Tyrrell, à moteur Renault. C'est reparti pour Brundle qui occupait quand même la 5e place tout à l'heure. Arrêt au stand qui le place désormais en 7e ou 8e position. Confirmation de l'abandon de Christian Danner. Ah, un peu de suspect, ça manque de piment bien sûr, mais ça donne quelques inquiétudes également. Côté français. Deux Brésiliens, deux Français. Match franco-sud-américain. Alors que nous retrouvons ici René Arnoux. René Arnoux qui avait été limogé, il n'y a pas d'autre mot, hein, de chez Ferrari. D'une manière injuste, on peut le dire. Pour des raisons qui n'ont jamais été bien définies, bien déterminées. On a beau s'appeler Ferrari, on peut se tromper de temps en temps. Hein. Errare, ou Manoum, etc. Et René Arnoux, là, était très motivé quand il a retrouvé le volant. Très motivé par rapport à Jacques Lafitte, qui lui-même avait trouvé une nouvelle motivation et une nouvelle jeunesse. 43 ans l'un, 38 ans l'autre. Ce ne sont pas des tout jeunes, ce ne sont pas des espoirs, mais ils ont l'expérience. Ils défendent leur place en Formule 1.
Et René Arnoux devant les Ferrari, je suppose que ça doit lui... Du contraire, cela doit l'inciter à se surpasser. Même s'il continue à dire que cela n'est pas vrai et qu'il pense qu'à sa course. Il doit avoir quand même une petite revanche à prendre. Ça se comprend. Arnoux, 3e, 4e Lafitte, 5e Dumfries, 6e Alboreto. Alors en ce qui concerne les pneumatiques, évidemment, les Ligier à pneus Pirelli semblent plus avantagés. Mais en ce qui concerne le moteur et la panne d'essence, cela suspendu comme une épée de Damoclès, c'est une autre question. C'est la grande incertitude de la fin de ce Grand Prix, avec 195 litres de carburant. Cette limitation peut évidemment changer les choses. Théoriquement, on a fait des essais en conséquence, et dans ce but du côté de chez Renault. 4 voitures à moteur Renault dans les 5 premiers, une seule donc devant ces voitures à moteur français, la voiture à moteur Honda de Nelson Piquet. Donc nous retrouvons ici Thierry Boutsen. C'est peut-être le moment de dire, Bernard, car nous parlons beaucoup de la fameuse limitation de la capacité d'essence à bord de la voiture, c'est peut-être le moment de dire que le but de cette mesure, ça ne consiste pas à transformer le Grand Prix de vitesse en concours d'économie, mais que c'est une manière de limiter la puissance des moteurs turbo qui autrement deviendrait exagérée par rapport notamment aux questions de sécurité et c'est évidemment ce qui a motivé cette mesure de limitation de carburant. On limite ainsi par conséquent la puissance puisque la distance des Grands Prix, elle, n'a pas changé. Donc la consommation doit être réduite. Elle est réduite en fait d'environ 12%, mais elle atteint encore, dépasse encore les 60 litres au 100. Rassurez-vous, ce sont quand même toujours des purs sang que nous avons en piste et pas des chevaux de labour, naturellement. Donc à ce sujet, il ne faut pas voir là des broutilles techniques qui vont empêcher le déroulement régulier des Grands Prix de vitesse. C'est simplement un cahier des charges auquel les techniciens, voilà ici une Ferrari qui abandonne, je crois, oui, donc un cahier des charges auquel les techniciens doivent faire face, et c'est tout naturel en ce qui concerne le sport automobile, puisqu'il s'agit d'un sport mécanique, comme vous le savez, où l'effort des hommes est aussi important sur la piste en ce qui concerne le sport, l'effort du pilote proprement dit, que dans les laboratoires en ce qui concerne l'effort des ingénieurs. Alors vous avez aperçu Thierry Boutsen qui s'est arrêté à son stand assez longuement. Il s'est prolongé, il occupait la 8e place, le pilote belge. Alors c'était Alboreto qui occupait lui la 6e position, qui doit renoncer, 2e abandon des Ferrari. Et René, lui, est toujours 3e. Ça c'est important sans doute dans la petite tête de notre aîné national. Ayrton Senna, que le réalisateur brésilien essaie de suivre autant que Nelson Piquet. C'est un dilemme pour lui. Il doit y avoir un temps d'antenne, vous savez, comme les campagnes, entre Nelson Piquet et Ayrton Senna. Alors, je vais vous parler de la puissance des moteurs. C'est là en ce qui concerne la course, en ce qui concerne les essais. Il y a quand même une escalade très importante. 1100 chevaux maintenant pour les essais, des moteurs différents, des moteurs qui coûtent très cher, 145 000 $. Sur ce plan-là, on n'a pas limité les investissements et les puissances, mais au contraire. Non, puisque la preuve, vous avez encore des puissances de l'ordre de 800, 850, 900 chevaux en course pour des moteurs de 1500 cm3 seulement. Eh bien, comme vous voyez, il s'agit d'un rendement absolument faramineux. Mais aux essais, ces puissances de 800-900 chevaux sont largement dépassées. On dépasse même en fait, dit-on, 11 à 1200 chevaux. Et ça, bien entendu, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves en cas d'accident, car si on laisse les vitesses augmenter exagérément sans contrôle, on peut arriver naturellement à avoir des problèmes vis-à-vis de la sécurité des pilotes et vis-à-vis aussi de la sécurité des spectateurs, qui reste encore le souci numéro 1 des pouvoirs sportifs. Des
essais qui ne s'avèrent pas très spectaculaires en ce moment, car avec 2 trains de pneus, les pilotes effectuent 2 tours. Et puis le public n'en touche pas évidemment pour son argent. Pour les initiés qui sont et les privilégiés qui sont dans les stands, ça va, on peut suivre l'évolution tactique de tout ce qui se passe, et technique aussi dans les stands. En revanche, pour le public, c'est assez fastidieux. Alors, différentes solutions sont pour l'instant envisagées. D'ailleurs, Jean-Michel Lelio suggérait au président Balestre, à juste titre, d'essayer de faire comme dans le ski, pour la télévision, les spectateurs de faire des tours individuels. Et avec un chronomètre, comme ça on pourrait suivre un peu les déplacements. On pourrait suivre un peu comme dans une course contre la montre l'effort du pilote et la progression de la voiture. Mais il y a une objection de la part des pilotes et des constructeurs, c'est que si jamais il y en a un qui part en début de séance et qu'il fait beau et qu'il y a tout à coup de la pluie ou un orage comme cela arrive souvent, les chances ne sont pas reparties, ne seraient pas réparties de manière judicieuse. C'est dommage, mais c'est un point sur lequel ce projet échoue. Il y a sans doute d'autres solutions envisagées pour diminuer à la fois les investissements, mais aussi, car il ne faut pas oublier, rendre satisfaction et donner un spectacle complet à la fois aux spectateurs, au public, mais aussi aux téléspectateurs. Dont les Grands Prix d'ailleurs, il faut le signaler, pour qui les Grands Prix sont recherchés de plus en plus par l'Eurovision. Nous retrouvons un rêve de Jamie Dumfries rentre au stand. Jamie Dumfries en 5e position tout à l'heure qui rentre à son stand pour effectuer un changement de pneumatique, sans doute, voilà. Je souhaite excellent début de ce jeune espoir britannique qui effectue aujourd'hui son premier Grand Prix au volant de la 2e Lotus du team Lotus, une voiture qui est équipée d'un moteur Renault un peu moins évolué que celui qui équipe la voiture d'Ayrton Senna, mais qui se défend fort bien puisque donc, je le répète, il occupait la 5e place devant Alboreto lui-même, ce qui était... Ah oui, mais l'arrêt est un peu long, évidemment. 36, 37, 38 secondes, ça se fait éterniser pour le jeune espoir anglais. C'est dommage, car il va avoir affaire probablement maintenant au retour de Berger, qui n'était qu'à quelques secondes, je crois, derrière lui. Et nous allons voir si... Ah ben voilà Nelson Piquet qui va effectuer maintenant son 2e arrêt au stand. 2e arrêt au stand, nous allons surveiller évidemment le déroulement avec la plus grande attention. Nous allons voir si tout se passe bien. Rappelons que le record, c'est les mécaniciens de Prost qui l'avaient établi 9,49, mais ceux de Piquet ne seront pas aussi pressés, peut-être, car Senna est à près de 30 secondes de son rival. Ah oui, un petit peu moins bien. 11,75, enfin c'est encore largement suffisant. Et Nelson Piquet ne sera pas handicapé. Et Ayrton Senna est passé, Ayrton Senna devant Nelson Piquet. Le bras de fer brésilien continue, Ayrton Senna est passé juste devant Nelson Piquet, mais évidemment il y a cet arrêt au stand de Piquet qui lui donne beaucoup plus de chances et de garanties pour triompher ici sur le circuit de Jacaré-Paguá. Jacaré, en brésilien, cela veut dire crocodile. Ils ont sorti les dents lorsque les turbos se sont mis à rugir, et croyez-moi, ils ne sont pas décidés à se faire de cadeaux. Ayrton Senna maintenant devant Nelson Piquet. Il est bien évident que la situation est favorable alors qu'il y a un bruit de moteur là, assez bizarre. En ce qui concerne Dumfries, passer devant nous alors que vous voyez Senna en tête à nouveau de ce Grand Prix du Brésil. Il est maintenant à Rio 14h10. Il fait toujours aussi beau et toujours aussi chaud et le classement est désormais le suivant. En tête, Ayrton Senna sous la motrice à moteur Renault. 2e, Nelson Piquet. 3e, René Arnoux. 4e, Jacques Lafitte. Mais Jacques Lafitte qui se rapproche considérablement de René Arnoux. Alors que nous voyons ici un moteur BMW, c'est celui peut-être de Boutson qui s'est arrêté longuement à son stand, apparemment. Alors que Dumfries est au ralenti. Dumfries qui s'était arrêt de Ayrton Senna. Arrêt de Ayrton Senna après Nelson Piquet. Et à nouveau changement en tête de la course. Nouveau leader dans quelques secondes. Nelson Piquet va reprendre son tête, va reprendre le leadership. Nelson Piquet après 43 tours, un petit peu moins de 20 tours encore à parcourir. Nelson Piquet reprend la tête alors que
que Ayrton Senna est déjà reparti et que cette fois, heureusement pour lui, l'arrêt au stand a été relativement court et que les mécaniciens de chez Lotus ont été efficaces. Nelson Piquet reparti. Il est 14h11 et à nouveau, c'est un classement différent qui vous est proposé. Premier, Nelson Piquet sur la Williams à moteur Honda. Deuxième, Ayrton Senna. Alors que nous retrouvons ici Dumfries, dont le moteur était souffreteux, pourrait-on dire. C'est un euphémisme tout à l'heure. Deuxième, Senna. Troisième, Arnoux. Quatrième, Lafitte. Mais Lafitte tout près, à 1 seconde et demie seulement de René Arnoux. Alors nous retrouvons toujours le stand soit de Boutson, soit de Dumfries. Nelson Piquet continue son évolution. C'est encore Philippe Streff finalement qui bénéficie du champ des caméras en se trouvant aux côtés des leaders. Si on récapitule les abandons enregistrés jusqu'à présent dans ce Grand Prix du Brésil, première partie de ce Grand Prix du Brésil, donc il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs cassés pour Prost, Surer, Tambay, Rosberg, Jones et Patrese, un turbo pour De Cesaris ainsi que pour Palmer. Voilà les gros abandons. Après 42 tours, le classement est donc désormais le suivant. Récapitulons une nouvelle fois, surtout après les arrêts au stand. Premier Piquet, deuxième Senna, troisième Arnoux, quatrième Lafitte et cinquième Brundle. Brundle sur la Tyrrell à moteur Renault, finalement une voiture à moteur Renault qui succède à une autre. Tout à l'heure c'était la Lotus de Dumfries, désormais c'est la Tyrrell de Brundle. Moins de 2 secondes entre René Arnoux et Jacques Lafitte. Autre problème, après les difficultés techniques évoquées tout à l'heure par José Rosinski, il s'agit des conditions humaines et physiques dans lesquelles évoluent les pilotes. Le Grand Prix laisse toujours des traces dans les organismes. On se souvient que Nelson Piquet s'est évanoui une fois sur le podium ici. On se souvient aussi que René Arnoux avait été mis à rude épreuve et était sorti très fatigué de ce Grand Prix. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de force centrifuge. Les pilotes prennent 2 à 3 jours. De plus, dans le sens inverse. Donc les pilotes ne sont pas habitués, en particulier en ce qui concerne le cou et des épaules. Sens inverse par rapport à tous les autres circuits. Ils stressent devant Nelson Piquet, Piquet étant bien sûr en 7, Streff étant en 8e position. Et pour cela, eh bien, des médecins se sont penchés évidemment sur la préparation des pilotes, côté français en particulier Pierre Balédier, pour lutter contre la déshydratation, pour essayer d'atténuer la tension nerveuse. Et pour cela, ils font appel à des boissons tout à fait spéciales, du jus de fruits naturels, du miel, sel, minéraux, des fours un peu bizarres, avec des gouttes de calendula et d'arnica, des plantes naturelles qui facilitent l'effort et ce ne sont pas des produits dopants. Alors que Boutsen qui s'arrête encore, ce ne sont pas des produits dopants, un produit tout à fait naturel et qui favorise bien sûr la résistance de l'organisme dans des conditions un petit peu extrêmes, c'est-à-dire une température de 35 degrés, mais avec le casque, la cagoule et la combinaison, évidemment, il fait beaucoup plus chaud. Et on vous l'a dit, de gros efforts sur ce circuit très épuisant. Alors ils ont pris ces boissons et ces mixtures, les pilotes français, durant Ayrton Senna est un petit peu gêné ici par un concurrent attardé. Ils s'en débarrassent facilement. Ils ont pris ces boissons toute la journée d'hier et puis aussi ce matin avec un repas à base de légumes et de fruits. La viande est interdite le jour de l'épreuve, alors qu'il faut au contraire favoriser l'absorption de viande la veille de l'épreuve. Et puis dans la voiture, beaucoup de pilotes ont un petit bidon. Lafitte et Arnoux ont un petit bidon. Oh là là,
Les roues ont failli mordre sur l'herbe pour Nelson Piquet, mais la voiture reste stable. Un petit bidon du genre coureur cycliste avec une pipette dans lequel il y a une boisson à base aussi de sels minéraux pour lutter toujours contre la déshydratation. Et tout à l'heure, je parie, je suis absolument sûr que les pilotes termineront ce Grand Prix dans un état physique particulièrement éprouvé. Ça aussi, il ne faudra pas l'oublier. Et surtout, c'est le premier Grand Prix de la saison, donc il manque de compétition, il manque de distance. Toujours Nelson Piquet en tête de ce Grand Prix du Brésil après maintenant 45 tours. 45 tours pour ce Grand Prix du Brésil, premier Grand Prix de la saison. Deuxième Ayrton Senna, Arnoux est toujours troisième devant Jacques Lafitte. Mais presque roue dans roue les deux Ligier. Et toujours Thierry Boutsen arrêté à son stand. On continue les travaux de mise au point, car en ce qui concerne le classement, évidemment, les chances sont compromises. 17 secondes d'écart entre Piquet et Senna. Oui, la fiabilité maintenant va faire la différence, José. Oui, la fiabilité et la sobriété peut-être. Il est encore trop tôt pour savoir si l'une ou l'autre voiture pourrait être affectée avant l'arrivée, ce que nous ne souhaitons naturellement ni à l'un ni à l'autre des deux pilotes, mais c'est malheureusement une surprise qu'il faut envisager peut-être. En tout cas, Nelson Piquet, lui, maintenant, se contente naturellement de calquer sa course sur le rythme de Senna. L'écart qui était de 19 secondes tout à l'heure descend doucement à raison d'une seconde au tour. Il n'est plus que de 17 secondes, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais en fait, nous ne sommes plus qu'à 15 tours, 16 tours de l'arrivée, et donc c'est largement suffisant. C'est un coussin de sécurité extrêmement confortable pour Piquet. Derrière, ça barde entre Arnoux et Lafitte. Lafitte est maintenant pratiquement dans les roues de René, et de même qu'aux essais, eh bien, je crois qu'il va y avoir une explication sévère entre ces deux coqs qui vont se mesurer. C'est leur première confrontation directe de la saison au volant de voitures identiques. Il existe entre eux une certaine rivalité, c'est tout naturel, mais compte tenu de leur expérience qui est grande, je pense que nous pouvons espérer qu'il est à exclure que l'un ou l'autre commette une imprudence et compromette le résultat d'une course qui s'annonce prometteur, flatteur pour l'écurie Ligier. Ah, vous savez, un coup de jeunesse, hein, c'est vite fait. Hein. Quand on est au volant, stimulé par l'enjeu. Regardez Jacques. Certains pensaient qu'il était cuit, mais pas du tout. Toujours là, Jacques Lafitte qui dispute ici son 168e Grand Prix. Bientôt, il rejoindra le Grand 1000 avec 177 Grands Prix. 176 Grands Prix. Il ne manque plus que 10 Grands Prix, 9 ce soir. Pour que Jacques Lafitte établisse un record de longévité. Ayrton Senna, deuxième de ce Grand Prix du Brésil. Et cela me rappelle un soir où, avec Jackie X, nous dînions à la veille d'un Grand Prix dans une churrascaria à la mode de Rio. Et à côté de nous est arrivé un petit jeune qui était plein d'admiration. Nous voyons ici Berger. Berger qui est actuellement 5e. Et c'est pour ça qu'il voudrait bien que ces mécaniciens se pressent et s'agitent pour repartir le plus vite possible. Donc un petit jeune est arrivé à notre table, seulement Jackie X. Plein d'admiration pour Jackie, et c'était Ayrton Senna. Je me souviens que Jackie m'avait dit, celui-ci, regarde bien, tu vas en parler longtemps. Alors, et une autre question qu'on se pose à part au sujet d'Ayrton Senna, et qu'on a posé de nombreuses fois durant l'intersaison, durant cet hiver, Ayrton Senna, c'est un petit peu Villeneuve. Alors, José, Ayrton Senna, la question véritable, n'en fait-il pas trop? Ne prend pas trop de risques? N'est-il pas trop sur le fil du rasoir? Et ce fil ne risque pas de se rompre un jour? Bon, Ayrton Senna est un surdoué, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, et c'est vrai, c'est un petit peu le Villeneuve de notre époque, ce prodigieux pilote canadien, prodigieux de générosité, de prodigalité même, peut-on dire, qui accumulait exploit sur exploit avec une folle générosité et qui a fini, vous vous en souvenez, peut-être par trouver la mort sur le circuit de Zolder. Il faut espérer naturellement que rien de ce genre n'arrivera à Ayrton Senna. Rappelons peut-être, parce que c'est bon à s'en souvenir, qu'il s'agit du Benjamin de tous les pilotes de Formule 1. Ayrton Senna a eu 26 ans avant-hier.
et c'est le plus jeune des pilotes en piste ici aujourd'hui au Grand Prix du Brésil. Il débute, il commence sa 3e saison de Formule 1 seulement. Il est extraordinairement doué. Il a non seulement un talent de pilote extraordinaire, mais en plus la vista, le sens de la course et une froide, glaciale résolution qui peut quelquefois faire peur. Et vous avez vu tout à l'heure avec quelle résolution en particulier. Il a bousculé ou failli bousculer Mansell et l'a rejeté littéralement, l'a contraint à la faute, l'a mis hors de la piste. Ce n'est pas la première fois que cela se produisait. Il est certain que Senna est très très dur en course. Il est certain aussi que les autres pilotes le lui reprochent volontiers. Et il faut espérer qu'un jour il ne sera pas victime d'un mouvement d'humeur, d'un désir de vengeance un petit peu trop spontané de l'un ou de l'autre. Pour l'instant, nous suivons l'autre Brésilien, Nelson Piquet. Nous en sommes au 48e tour. Il reste encore 13 tours à parcourir. Et Senna, à qui on reprochait aussi d'avoir un comportement un peu dur sur la piste, il aussi dans la vie, hors des circuits, après avoir éliminé un petit peu Warwick de l'équipe Lotus. Mais il faut dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui, c'est réussir, c'est arriver, c'est gagner. Quand il est sur la piste, il n'y a que sa trajectoire qui compte, il oublie tout le reste. Il explique d'ailleurs avec beaucoup de naïveté. Il oublie tout le reste, il oublie tout ce qui se passe autour. Il a un pouvoir de concentration énorme, même beaucoup trop fort, parce que finalement, des fois, il a oublié les autres concurrents. Et on dit aussi qu'il est un petit peu timide, maladroit dans la vie. On peut expliquer parfois la disposition qui serait autour de lui sur le plan humain par rapport à ses confrères. Et Jacques Lafitte, maintenant, dans les roues de René Arnoux, on se croirait revenu maintenant au Grand Prix d'Australie entre Freff et Lafitte. Là, il y a un pilote qui a changé, René Arnoux, plus expérimenté, mais tout aussi désireux de préserver son avantage par rapport à Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, le vieux routier, qui termine ses courses, qui revient toujours très fort et qui est maintenant dans le sillage de son coéquipier. Tout près, Jacques Lafitte qui a obtenu l'an dernier 2 podiums, il ne faut pas l'oublier, une place de 2e et une place de 3e. Jacques Lafitte maintenant juste derrière Arnoux, va-t-il l'attaquer? Il l'attaque, non? Il l'attaque, non, pas encore ce tour-là. Pas tout de suite, on verra plus tard, on verra tout à l'heure, semble dire Jacques Lafitte. Alors Guy Ligier doit être là un petit peu fébrile et suivre le débat entre ces deux pilotes avec beaucoup d'anxiété. Ils sont bien placés, ils sont 3e et 4e, ils peuvent récolter des poids, donc de l'argent, ce qui est important pour un Auvergnat. Mais là, attention. En tout cas, ce qui peut faire la différence, Bernard, dans ce duel, là, c'est la différence de style qui est très nette entre les deux pilotes. René Arnoux, c'est notoire, est assez dur sur, non pas sur la mécanique, mais sur la voiture. Il demande beaucoup au châssis et donc aux pneus. Et il est possible que Jacques Lafitte, qui possède un style très particulier, très plus coulé, moins exigeant, moins pneumatique, il est possible que Jacques Lafitte en profite à ce stade de la course pour prendre le meilleur sur son coéquipier dont les gommes sont peut-être plus usées. Enfin, nous allons voir ça maintenant. Alors la question est de savoir s'il y a des consignes au stand de Ligier pour savoir si les deux pilotes restent sur la position et l'acquis des points importants pour les raisons que nous avons évoquées, ou bien s'il y a carte blanche et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Notre ami Froissart va se renseigner du côté de chez Ligier pour nous informer. Je ne sais pas si on lui dira la vérité, parce que sur ce plan-là, on apprend souvent les bonnes informations quelques jours plus tard, voire même une semaine plus tard. Toujours Arnoux devant Jacques Lafitte, maintenant dans la ligne droite, où là tout à l'heure il a esquissé une attaque. Maintenant va-t-il désormais se placer à la hauteur d'Arnoux? Arnoux qui occupe la bonne place, la très bonne place de la piste et qui ainsi oblige coéquipier et adversaire à rester derrière. La bonne course tactique de la part de René Arnoux qui s'est très bien placé pour empêcher tout dépassement. Mais on sent que Jacques Lafitte est plus en forme sur cette fin de course que René Arnoux. En tout cas avec une voiture qui lui permet de s'exprimer. Regarde Arnoux toujours devant Lafitte. Ah, on se croirait bien dans le Grand Prix d'Australie l'an dernier. Deux Ligier côte à côte. Là c'est pour la 3e et la 4e place, ne l'oublions pas.
On préfère qu'il y ait des duels comme ça, même si jamais il y a des risques, plutôt de ne pas les voir du tout. On ne va pas s'en plaindre. Quelle que soit la manière dont ça se termine. Arnoux, troisième. Lafitte, quatrième. Il reste encore 10 tours. 10 tours pour les deux ligiers. Et 10 tours d'incertitude en ce qui concerne la consommation. Ça, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas, dans les derniers tours, on peut encore assister à des surprises. Pas que du côté Honda, il semble que l'on ait résolu les problèmes. Du côté Honda, donc du côté de l'incertitude vient des moteurs Renault. Merci, pas de consigne. Pas de consigne, nous confirment donc Lionel Froissart et Gérard Larousse. Oh là là, attention, Lafitte a failli faire l'intérieur à René Arnoux, mais il y avait suffisamment de place pour les deux ligiers. Alors là, longtemps qu'on n'avait pas vu les deux voitures bleues comme ça en aussi bonne position, hein, en Australie, mais c'était la fin de la saison, donc c'était peut-être moins motivant. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus excitant, à la fois pour le public français et pour les acteurs, les personnes concernées, c'est-à-dire le constructeur et les pilotes. Jacques Lafitte est passé, faute du réalisateur brésilien, carton rouge là. Carton rouge pour le réalisateur brésilien, de la part des téléspectateurs français. Et Jacques Lafitte est donc passé devant René Arnoux. On ne l'a pas vu, c'est bien dommage. Cela est indépendant de notre volonté. Ce n'est pas nous qui dirigeons les images. Ce n'est pas la terre. Ah, nous le revoyons quand même. Merci, obrigado. Merci pour voir Jacques Lafitte maintenant dans la longue ligne droite se porter à la hauteur. Il est à droite, Lafitte, Arnoux est à gauche. Il va bénéficier de l'accord de Jacques Lafitte et s'emparer maintenant de la troisième place aux dépens de René Arnoux. Alors, 43 ans, comme un débutant, Jacques Lafitte. Premier donc, Nelson Piquet que nous suivons. Deuxième, Ayrton Senna sur la Lotus à moteur Renault. Et deux autres voitures à moteur Renault. Troisième, Jacques Lafitte. Et quatrième, René Arnoux. Le cinquième étant... Oui, je plaisantais Guy Ligier l'autre jour en lui faisant observer qu'il avait une équipe de papy. C'est son équipe, c'est la plus âgée de toutes les équipes de Grand Prix. La moyenne d'âge, c'est 39 ans et demi. C'est évidemment beaucoup plus que les 26 ans et demi de chez Lotus. Mais vous avez vu que ni l'un ni l'autre ne manque de pep et que ce pep, ajouté à leur immense expérience, eh bien, c'est une bonne recette, un bon cocktail, ça fait les bons résultats, du moins espérons-le, alors que nous sommes à 10 tours de l'arrivée maintenant, 10 tours encore à couvrir. Espérons, ici c'est Fabi qui part, espérons que nous n'aurons pas de mauvaises surprises de consommation, espérons que les ligiers pourront effectivement marquer les points qu'elles ont pour le moment empochés sur la piste, les points de la troisième et de la quatrième place, à distance respectueuse certes du premier Nelson Piquet qui a survolé littéralement la course et amplement justifié son titre de grand favori de la saison 86, mais non loin finalement de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, qui lui est équipé du même moteur que ceux qui animent les ligiers. Voilà, c'est Dumfries qui couvre René Arnoux, la image. C'est pas du direct mais du magnétoscope qui vous permettait de voir Dumfries en train de doubler René Arnoux, mais Dumfries a un tour de retard par rapport aux deux ligiers, donc tout le monde peut être rassuré. Jacques Lafitte est toujours troisième, René Arnoux quatrième, et j'ajouterais simplement que l'écart entre Lafitte et Arnoux s'est agrandi progressivement, donc pour l'instant les deux voitures se sont séparées, ce ne sont plus les sœurs siamoises de tout à l'heure, mais là pour l'instant Jacques Lafitte a pris donc l'avantage par rapport à René Arnoux. Oui, j'avançais tout à l'heure l'hypothèse que cet avantage, Jacques Lafitte l'a pris grâce à son style de conduite plus coulé. Nous saurons après la course, en allant interroger les deux hommes, si c'est vraiment la raison qui les a départagés, car il s'agit naturellement que d'une hypothèse de ma part. En tout cas, ils ont fait l'un et l'autre une course absolument splendide, qui sont en deux fois l'excellent résultat qu'ils avaient déjà obtenu aux essais. Et puis aussi le problème pour René Arnoux, c'est peut-être la condition physique, lui qui n'a pas l'habitude d'effectuer des grands prix, qui a eu un an d'interruption, et ça c'est sans doute un des facteurs, un paramètre déterminant, comme l'expliquait Pierre Balédier, qui s'est occupé avec beaucoup d'attention de René Arnoux. On lui reprochait justement chez Ferrari de ne pas avoir la condition physique. Là, il semble l'avoir retrouvé, mais la fin de Grand Prix sera pour lui sans doute difficile.
C'est peut-être une des raisons. Il y a peut-être aussi des raisons techniques, technologiques, comme le disait José. Car la fin du Grand Prix, après s'être entretenu avec les pilotes, que nous saurons la vérité. Ils veulent bien nous la dire, bien sûr. Mais enfin, je pense que sur ce point de vue-là, il n'y aura pas de problème. Toujours Ayrton Senna ici, alors qu'un super s'est envolé juste devant. Alors Golden Cross, rassurez-vous, ce n'est pas de la publicité, c'est la Croix-Rouge. Et c'est elle qui assure les secours ici, tout au long du circuit. Il est certain que rayon conditions physiques, Lafitte, qui est le plus âgé, mais aussi le plus léger de tous les pilotes de Grand Prix, eh bien, il n'a absolument rien à envier à personne. C'est un quadragénaire, certes, mais toujours vert. Hein, il a 30 kilos pour Jacques Lafitte, 60 kilos, 30 kilos pour Jacques Lafitte et Alan Jones. Alors, c'est important quand on sait les investissements qu'il faut faire pour gagner des grammes, pour gagner des kilos en Formule 1 et c'est une course de vitesse et c'est une course au poids. 30 kilos de différence entre Jones et Lafitte, 90 kilos pour l'Australien, 60 pour le Français. Eh bien, je crois que la Guinigé a fait de sérieuses économies en engageant Jacques Lafitte. Finalement, il se plaint toujours, Guinigé, mais il pourrait avoir des pilotes plus gros et plus onéreux. Ayrton Senna, deuxième de ce Grand Prix du Brésil, festival brésilien qui continue de monopoliser les premières places. Après les essais, c'est le cas également en course. La belle, après les deux manches disputées lors des deux séances d'essais, la belle revient pour l'instant à Nelson Piquet par rapport à Ayrton Senna. Nelson Piquet toujours en tête de ce Grand Prix du Brésil. Devant Ayrton Senna, si vous prenez l'antenne actuellement, sachez qu'effectivement les Brésiliens sont en tête, mais qu'il y a également derrière eux deux Français. Le troisième étant Jacques Lafitte, presque tout nouveau, tout beau. Le quatrième, René Arnoux. Le cinquième, Brundle. Et le sixième, Berger. Berger qui s'était arrêté à son stand tout à l'heure, impatient de repartir, et qui défend sa sixième place. Alors que Streff, lui, serait en septième position, donc tout près des points, mais pas dans les points. Philippe Streff, sur la Tyrrell, sur l'autre Tyrrell. Pour la première fois au Brésil, Philippe Streff, qui lui est un grand gabarit. Pilote d'1m85. Un pilote de grand talent, Nelson Piquet, décidé à remettre les pendules à l'heure. Il n'a pas digéré vraiment les affronts que lui ont fait supporter des spectateurs, des supporters qui avaient la mémoire courte. Et là, il est bien prévisible que finalement la foule versatile pourra retourner Kazakh une nouvelle fois et encourager Nelson Piquet. Oui, Nelson Piquet, je vous le rappelle, champion du monde déjà à 2 reprises et qui concourt cette année pour un 3e titre. Nelson Piquet, que Jackie Stewart, orfèvre en la matière s'il en est, considère comme le meilleur pilote du monde devant Prost, et il ne se gêne pas pour le dire. Nelson Piquet, surnommé l'aigle, ou plutôt l'Indien, à cause de son regard d'aigle, et c'est vrai que son profil d'oiseau de proie est impressionnant à voir. C'est un pilote absolument complet, Nelson Piquet. Il est rapide sur tous les types de circuits, sur tous les types de surfaces, dans toutes les conditions de course. Il a l'expérience, il a le talent et il a surtout un moteur Honda qui semble irrésistible aujourd'hui. Public comblé dans cette ambiance surchauffée ici et qui suit les deux Brésiliens en tête du Grand Prix. Alors que tout à l'heure, on est venu arroser la foule tellement il fait chaud. Les pompiers sont venus avec de grandes lances, un petit peu comme dans les matchs de football. Et avant la course, il y avait des orchestres. On a chanté, on a dansé, on a beaucoup bu la caipirinha. Et cela a sans doute fait monter le ton, monter l'ambiance avant le Grand Prix. Et des spectateurs qui sont là depuis ce matin, là au gré du soleil, et qui restent là stoïques, mais surtout passionnés. Et je vous l'ai dit, comblés. Tout à l'heure, ils prendront la direction du stade de Maracanã, où doit se dérouler un match de football qui anime ici tout Rio, entre le Flamengo en tête du championnat et le club d'América. Les
ces clubs sont privés de leurs internationaux, car après la déroute européenne, c'est une information pour notre ami Thierry Roland, après la déroute européenne, eh bien, tous les internationaux d'équipe du Brésil sont réunis à Toca da Raposa, au Trou du Loup, en français, près de Belo Horizonte, pour préparer la Coupe du Monde et cimenter ce qui finalement laissait quelques fissures lors de la tournée en Europe. Voilà en ce qui concerne les informations du football. Un service d'hélicoptère d'ailleurs peut conduire certains privilégiés du circuit au stade de Maracana. Je crois que c'est un déplacement tout à fait inoubliable lorsqu'on quitte le circuit, qu'on survole Rio et qu'on arrive au-dessus du cratère humain qu'est le stade de Maracana plein comme un œuf. Il faut l'avoir vu une fois pour s'en souvenir toute sa vie. Et tout à l'heure, donc, le football, on passera à la Formule 1 en début de reportage. Paradoxe, au pays du ballon rond, la Formule 1 a rejoint le football dans les sondages de popularité. Ce qui est tout à fait étonnant, et ça se comprend mieux maintenant après le résultat et l'évolution de ce Grand Prix du Brésil. Toujours Nelson Piquet en tête devant Ayrton Senna, et tous deux sont brésiliens. Et 5 tours à couvrir encore pour les leaders, 5 tours seulement, et à partir de maintenant le suspense qui s'instaure. Est-ce que les uns et les autres vont pouvoir rallier l'arrivée sans tomber en panne d'essence? Il va leur rester, s'ils y parviennent, quelques gouttes seulement au fond de ce petit réservoir d'essence au moment où ils vont franchir la ligne d'arrivée. Donc la Williams Honda de Piquet très nettement en tête. Derrière, excellente prestation d'ensemble des voitures à moteur Renault, puisque Ayrton Senna est second devant les deux Ligier également à moteur Renault, et que Brundle fait également partie des leaders. Donc excellente prestation d'ensemble des moteurs Renault aujourd'hui, qui n'ont certes pas réussi à être à la hauteur du Honda en ce qui concerne le rendement en course, alors qu'ils l'ont égalé et même battu aux essais en puissance pure. Mais enfin, la saison est là pour qu'ils puissent faire des progrès et peut-être, qui sait, combler l'écart, le retard qui les sépare actuellement du moteur japonais. Encore 3 tours pour Nelson Piquet en tête de ce Grand Prix du Brésil, avec une confortable avance sur son compatriote Ayrton Senna da Silva sur la Lotus à moteur Renault. N'oublions pas que le 3e est Jacques Cassidy, le 4e est René Arnoux, le 5e Brundle, et le 6e Berger, le 7e devrait être Philippe Streff. Moins de 3 tours maintenant pour Nelson Piquet, déjà vainqueur ici en 83. Piquet 2 fois champion du monde, ne l'oublions pas. Encouragé maintenant par le public qui commence à se réveiller, façon de parler, car il est réveillé depuis très longtemps, mais qui commence à nouveau à s'agiter, à exprimer sa joie. Le deuxième, Ayrton Senna. Rappelons qu'il y a 9, 6, 4, 3, 2 et 1 point attribué aux 6 premiers du championnat du monde. Sur ce point de vue-là, le règlement n'est pas modifié, reste toujours le même. Alors on peut voir ici une Brabham devant Senna, José. On voit une Brabham. Bon, la Brabham extra plate que vous nous aviez présentée à diverses reprises dans Automoto ou Sport Dimanche Soir, tout à fait révolutionnaire. Alors c'est un exercice de style, c'est un coup de pub ou une voiture d'avenir? Non, je crois que c'est sans aucun doute une voiture d'avenir, Bernard. Il s'agit nullement d'un coup de prime, mais bel et bien d'un progrès absolument mesurable qui a été effectué par l'ingénieur Gordon Murray avec cette voiture qui a réussi en couchant le moteur et le pilote à abaisser très sensiblement le centre de gravité, et vous le savez, l'attitude de route d'une voiture dépend en grande partie de la hauteur de ce centre de gravité. Donc cette voiture pour le moment débute, elle a des ennuis de jeunesse, c'était attendu, elle en aura certainement encore pendant une partie plus ou moins importante de la saison, mais il y a gros à parier que d'ici à la fin de la saison, ou en tout cas l'année prochaine, eh bien cette voiture fera école peut-être et qu'elle remportera en tout cas certainement quelques succès retentissants.
Un tour et demi, nous indique Jean-Louis Moncey qui effectue toujours pour nous le tour parcours. Un tour et demi pour Nelson Piquet ici au bout de la longue droite. À l'autre extrémité, vous n'avez toujours pas vu Ayrton Senna, ce qui veut dire que pour l'instant Nelson Piquet doit assurer pour terminer et remporter ce premier Grand Prix de la saison et prendre ainsi la tête bien sûr du championnat du monde 86. Nelson Piquet qui était donné favori, José l'a dit, par Jackie Stewart, mais aussi par Niki Lauda, vous l'avez constaté hier soir dans Automoto. Ce sera sans doute une victoire tout à fait sentimentale en pensant à Frank Williams, qu'évoquait pour nous Jean-Michel Lelio en début d'émission. Frank Williams, victime il y a 3 semaines d'un accident de la circulation en quittant le circuit du Castellet et en descendant vers Marseille, tout près de Bandol. Encore un tour pour Nelson Piquet. Et après avoir effectué des tonneaux avec cette voiture de l'accident de la circulation, comme il l'explique beaucoup, eh bien, Frank Williams, lui qui était un passionné de diététique, qui effectuait chaque matin 15 km, qui s'entretenait physiquement d'une manière tout à fait remarquable, sans doute le plus francophone des constructeurs britanniques, lui qui avait aidé Jacques Lafitte à courir dans son équipe, lui qui nous a toujours accueillis avec beaucoup de sympathie, eh bien, Frank Williams pourrait être paralysé à vie et cette victoire ici de Nelson Piquet doit être le meilleur stimulant, les meilleurs vœux exprimés à l'égard du constructeur britannique. On dira bravo Nelson, mais bravo et courage Franck. Ici, la foule qui commence déjà. Et encore un tour maintenant, encore un tour exactement pour Jacques Lafitte qui passe la ligne d'arrivée et entame son dernier tour, toujours en 3e position, naturellement. Mais je ne vois plus qu'une Ligier. Je ne vois plus qu'une seule Ligier pour le moment. Non, il y a les deux. Sont bien là. Les Pardon, deux sont bien là, Ligier, vous avoir fait peur, les deux sont là. C'est Piquet qui est mort à l'heure. Et plus que quelques hectomètres maintenant à parcourir pour Nelson Piquet qui va remporter ce premier Grand Prix de la saison, encouragé par tous les cariocas venus ici sur ce circuit de Jacarepaguá. Plus qu'un dernier virage maintenant pour Nelson Piquet qui va remporter ce Grand Prix du Brésil. Il a mis les choses au point, il a remis les pendules à l'heure et la foule a tourné. Non pas sa veste, mais presque, et l'encourage. Maintenant, il est redevenu presque une idole ici au Brésil. Nelson Piquet, vainqueur de ce Grand Prix du Brésil. Nous attendons Ayrton Senna pour la 2e place. Et un petit peu plus loin, les officiers. Jacques Lafitte, lui, est toujours en course. Il vient de passer devant nous. Il a encore un demi-tour à effectuer. Alors que maintenant, Ayrton Senna da Silva sur la Lotus à moteur Renault va terminer 2e de ce Grand Prix. Une information importante, le moteur a tenu. Ça, c'est un facteur déterminant et très encourageant pour l'avenir. 2e, Ayrton Senna derrière Nelson Piquet. Triomphe brésilien, doublé brésilien avec 2 voitures différentes. On s'y attendait, cela a été prévisible, mais cela a même dépassé toutes les espérances du public avec un changement, des changements de leader. Alors que nous attendons maintenant Jacques Lafitte dans son dernier virage. Jacques Lafitte va terminer maintenant 3e. Un nouveau podium pour Jacques Lafitte qui dispute ici son 168e Grand Prix. À 43 ans, eh bien Jacques Lafitte termine 3e de ce Grand Prix du Brésil. Nouvelle voiture à moteur Renault sur le podium. Nous attendons maintenant René Arnoux qui va terminer 4e et compléter ainsi le succès des voitures, disons pas le succès, mais les bonnes performances des voitures françaises. Plus qu'un dernier virage maintenant pour René Arnoux, alors que nous suivons toujours Nelson Piquet sur notre image saluée par la foule. Voilà maintenant la dernière ligne droite pour René Arnoux, 4e, 5e Brundle et 6e Berger. Berger n'est plus là, Jean-Louis. Et les deux Tyrrell à moteur Renault qui viennent confirmer donc la fiabilité du moteur français et qui en tout cas n'a pas été remis en cause par les problèmes de consommation. Viva Brasil, c'est ce qu'on peut dire ici en regardant cette foule comblée, passionnée, qui a été récompensée de rester ainsi au gré du soleil pendant de nombreuses heures. Et c'est un public de connaisseurs qui rend hommage à 2 pilotes qui divisent un pays, mais après tout, le Brésil a bien de la chance. Bernard ? Oui. Bien, je crois qu'il est temps de conclure maintenant parce qu'il nous reste un petit rendez-vous avant la jonction prévue pour 7 sur 7 aux environs de 18h55. Je vous remercie avec José Rosinski. Excusez-nous, téléspectateurs, pour quelques ennuis de micro, mais je crois que sur le plan image, vous n'avez rien manqué de cette première épreuve du championnat du monde de Formule 1. Le son a tiré, eh bien, Senna a été mis au piquet.
par Nelson. Et puis deuxièmement, Renault n'est pas en baisse. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Et oui, quand même, 3 moteurs Renault dans les 4 premières places. Ça, c'est une des grandes leçons du jour. Jean-Michel, 4 moteurs Renault dans les 5 premières places, puisque Brundle, finalement, a pris la 5e place. Juste au moment où la régie arrête la compétition, c'est un peu dommage. Enfin, on en reparlera au cours du championnat du monde qui se poursuivra le 13 avril avec le Grand Prix d'Espagne que nous diffuserons en direct sur TF1 à partir de 13h30, juste avant Paris-Roubaix. Le classement au championnat du monde des conducteurs, eh bien, c'est bien évidemment le classement de ce premier Grand Prix de la saison. Avant de se quitter, je vous propose une belle image. Vous ne l'avez peut-être pas vécu hier après-midi sur vos écrans, c'était la finale du championnat du monde à